Bonjour à tous, c'est la rentrée depuis quelques semaines maintenant, mais ça fait plaisir de vous voir. Cet été, il s'est passé pas mal de choses et on va commencer cette rentrée par un sujet d'actualité puisqu'on va parler de Léo Messi, le grand, le petit, Messi. Même si petit de taille, mais grand en rémunération. On aimerait tous être comme lui. Toujours est-il que ce mec, il est parisien aujourd'hui et moi, j'aime le PSG, ce qui est tout à fait normal, même si j'avoue que Lionel Messi, à l'époque, je l'ai beaucoup critiqué quand il y avait les débats Léo Messi contre CR7, voilà. Mais je tiens à retirer tout ce que j'ai pu dire de mal contre cette personne, parce que moi, je sais retourner ma veste au bon moment. Petite parenthèse sur le rythme des vidéos qu'on aura jusqu'à la fin de l'année, il y en aura désormais 2 par mois, alors peut-être 2 dimanches qui vont suivre, ou alors un dimanche sur 2, ça je sais pas, je verrai. Bref, on ferme tout ça et on revient sur Léo Messi. J'ai entendu plein de choses sur les avantages fiscaux accordés aux joueurs de foot. Oh my god, ils sont trop riches, patati patata, c'est pas juste, pourquoi eux, pas nous? Si vous pouviez arrêter un petit peu de vous plaindre, hein, on avancerait bien dans ce pays. Du coup, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de quel avantage fiscal est-ce que l'on parle exactement quand on parle de joueurs de foot et de Lionel Messi en l'occurrence, et surtout, est-ce que Messi pourra vraiment en bénéficier? Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications, appuyer sur le pouce bleu et on envoie le premier générique de la saison. De cette façon-là. Générique. Alors, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais le régime fiscal des impatriés, comme on l'appelle, qui permet aux joueurs de foot d'avoir de belles exonérations, n'a pas été créé pour eux à la base. Grosso modo, ce régime il permet 3 choses. D'exonérer une partie de la rémunération des joueurs de foot, donc ça va être ce qui est équivalent à leur prime d'impatriation lorsqu'ils arrivent en France. Ça permet aussi d'exonérer les jours travaillés à l'étranger, donc notamment lorsqu'ils jouent des matchs de Champions League à Manchester United, au Real de Madrid, etc. Il y aura une exonération de la quote-part du salaire qui correspond à l'activité à l'étranger et il permet aussi d'exonérer à hauteur de 50% les revenus dits passifs, donc les revenus de capitaux mobiliers, les droits d'auteur, etc. des joueurs de foot. Donc c'est 3 types d'exonération qui font vraiment du bien au portefeuille. La question est, pourquoi est-ce que le législateur a créé ce régime? Est-ce que c'est pour faire venir les footeux? Non! On est en 2003 lorsque ce régime est créé et à cette époque-là, en Ligue 1, je suis désolé, mais il n'y a pas de grands joueurs de foot. Il n'y avait pas Zlatan, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Neymar. Alors celui qui n'est pas content avec ça, c'est la vérité ce que je dis. Il n'y avait pas de grands joueurs, il y avait des joueurs, il y avait des bons joueurs, mais pas de grands joueurs, quoi. Donc ça n'a pas été fait pour ça, puisque de toute façon le Qatar est arrivé bien après 2003. Alors pourquoi? Eh bien en fait, c'est l'Union européenne qui nous a poussé à faire ça, avec le très attendu, le très convoité, le magnifique marché unique européen. Plus d'obstacles, plus de frontières internes à l'Union, le marché commun devient enfin une réalité. Toute une série de barrières et de frontières internes au sein de la communauté européenne ont été progressivement balayées. The European Union enlarged, new member countries came in, and new competitive situations are there. Donc une concurrence accrue qui ouvre de belles perspectives aux entreprises, ouais, mais qui finit par mettre les États en concurrence les uns contre les autres. Et c'est ça qui est ballot dans l'histoire. On parle de dumping fiscal et de dumping social parce qu'au sein même de l'Union européenne, avec la libre circulation des personnes et des capitaux, eh bien, les gens ont désormais la possibilité, si les règles d'un État ne lui conviennent pas, eh bien, d'aller dans l'autre. Et donc, lorsqu'un État adopte des règles qui sont extrêmement avantageuses vis-à-vis d'une catégorie de résidents, tout le monde a envie d'y aller. Et donc, l'État va attirer ces personnes-là, et au final, c'est l'économie qui en pâtit. Donc, si l'un baisse les impôts, l'autre doit baisser. C'est comme ça que ça marche. Et c'est un peu ce qui dérange dans l'Union européenne actuellement. En tout cas, c'est dans cette situation que s'est retrouvée la France en 2003. Parce qu'en 2003, la France fait le constat qu'elle n'arrive pas à attirer les grands cadres des grandes entreprises. Ils ne veulent pas venir en France. Donc ces personnes-là qui occupent des postes à haut potentiel ne s'installent pas en France, essentiellement pour des raisons fiscales. Ils préfèrent aller à Bruxelles, ils préfèrent aller à Londres. Et pourquoi Bruxelles et Londres? Parce qu'ils ont adopté des régimes d'imposition qui sont extrêmement avantageux pour ceux qu'on appelle
les impatriés. Les impatriés, c'est comme des immigrés sauf qu'ils ont de l'argent en fait. Au Royaume-Uni, le régime qui attire pas mal de personnes, c'est la Remittance Basis. Et en Belgique, il y a un régime similaire qui existe depuis 83. Je pourrais parler plus précisément de ces régimes-là si vous le souhaitez dans d'autres vidéos, mais pas dans celle-ci parce que c'est pas trop le sujet. Donc le régime des impatriés est créé en 2003, il est renforcé en 2008 pour y intégrer les revenus passifs dont je vous ai parlé en début de vidéo. L'objectif du gouvernement, qui est, M. Gosselin, vous l'avez dit vous-même à l'instant, de tenir compte de la concurrence. Et vous dites que le gouvernement britannique a réduit le régime de la remittance basis, c'est-à-dire le régime favorable aux impatriés britanniques, il l'a réduit un petit peu. Mais nous avons, nous, dans l'autre sens, à faire un chemin important si nous voulons être capables d'attirer des cadres étrangers de haut niveau, à fort potentiel, qui généreront par leur présence chez nous, M. Gosselin, assez rapidement, c'est logique, beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités, beaucoup de richesses. Mais attention, pour bénéficier du régime des impatriés, vous vous doutez bien, il y a quand même quelques petits critères à respecter. D'abord, il faut être appelé depuis l'étranger à exercer dans une entreprise en France. Et il ne faut pas avoir été résident fiscal français au cours des 5 dernières années. Et il faut savoir que le régime des impatriés s'applique pendant les 8 premières années durant lesquelles le cadre en question est résident fiscal de France. Et ça a permis de faire venir du monde. Hello, je suis américain, je suis cadre et je travaille à Paris depuis 18 mois. Cédric est salarié dans un cabinet d'avocats international. Et comme vous en doutez bien, il y a toujours des personnes qui ne sont pas concernées mais qui ont besoin de se plaindre en se disant que non mais c'est pas normal de toute façon, il y a une rupture d'égalité entre les salariés français et les salariés étrangers puisque les salariés étrangers ne sont pas imposés sur la totalité de leur rémunération. Et si tu t'occupais de ta vie sinon? Parce que concrètement, un cadre qui touchait 70 de salaire plus 30 de prime d'impatriation avant la réforme, il était imposé sur 100. Après la réforme, il est imposé que sur 70. Donc c'est vrai qu'il y a un petit avantage quand même, on va pas se mentir. Vous ne trouvez pas que c'est finalement être avantagé par rapport au cadre français? Avantageux? Ah non, ça sera pareil, on sera ensemble, on paiera les mêmes impôts dans l'avenir. Waouh, quelle répartie! Maintenant, comment est-ce que ce régime a fini par profiter aux footballeurs? Est-ce l'État qui a poussé les clubs à utiliser ce dispositif pour faire venir des joueurs étrangers? Parce qu'aujourd'hui on parle de Lionel Messi, mais avant on pouvait parler de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva, Verratti, il y avait du monde quand même. Enfin, il y avait la quasi-totalité de l'équipe du PSG depuis que le Qatar est arrivé. En réalité, c'est pas l'État, c'est les clubs. Parce que les clubs, quand ils veulent attirer des joueurs, ils n'ont pas d'autre choix que de faire avec ce qui leur est proposé. Ils font avec les règles fiscales qui existent. Et ok, les joueurs de foot, ils sont pas cadres, ils créent peut-être pas d'emploi, mais en tout cas, ils ont de gros salaires. Et c'est peut-être suffisant pour bénéficier de ce régime. Et honnêtement, ça fait les affaires du fisc, on va pas se mentir. Et quel que soit le jugement que l'on porte sur la valeur d'un footballeur, le transfert d'Ibrahimovic fera au moins un heureux l'État français qui va percevoir plusieurs dizaines de millions d'euros en charges sociales et en impôts liés à ce transfert. Donc sortons les gros chiffres, grosso modo pour Zlatan Ibrahimovic, c'était approximativement 1 million d'euros net par mois, soit 6 millions d'euros d'impôts sur le revenu et 1 million d'euros de charges patronales. Thiago Silva, 9 millions d'euros par an et 5 millions d'euros d'impôts et cotisations. Pour finir, Neymar, c'est 2,1 millions d'euros net mensuels de salaire, soit près de 20 millions d'euros d'impôts et cotisations. Si effectivement Neymar vient dans un club français, alors effectivement le ministre des Comptes Publics se réjouit des impôts qu'il va pouvoir payer en France. Il faut savoir un truc que je pense que tout le monde n'a pas à l'esprit. C'est que les joueurs, quand ils négocient leur salaire, ils négocient pas leur salaire en brut, ils négocient pas leur salaire en net, ils négocient leur salaire en net après impôt. Ça veut dire que quand il dit au club qu'il veut 2 millions d'euros net par mois, le club a déjà calculé l'impôt sur le revenu qu'il aurait dû payer pour arriver aux 2 millions d'euros net après impôt. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, l'impôt sur le revenu des joueurs, c'est pas les joueurs qui le payent, c'est les clubs. C'est les clubs de foot qui payent l'impôt des joueurs. En tout cas pour les joueurs étrangers. Parce que la fiscalité, ils veulent pas en entendre parler, c'est pas leurs histoires. Et maintenant pour le cas Léo Messi. Le joueur était d'accord pour prolonger avec le Barça était d'accord pour le faire signer, et finalement, la Ligue de football espagnole a dit résultat, Messi s'est retrouvé sans emploi. Or, pour bénéficier du régime des impatriés, il faut être recruté
à l'étranger par une entreprise qui est établie en France. Le fisc vous dit qu'au moment du recrutement, les personnes concernées peuvent ne pas avoir d'activité. Ce qui, dans le cas de Messi, ne poserait pas problème puisque du coup, vu que son contrat s'est terminé en juin 2021 et qu'il a signé en août 2021, il était sans activité. Si on applique ça, il bénéficierait assez facilement du régime des impatriés. Mais l'administration fiscale vous dit aussi que les personnes qui sont venues de leur propre initiative exercer un emploi en France ne sont pas éligibles au régime des impatriés. Donc, en gros, si Messi a pris l'avion de sa propre initiative, qu'il est venu, qu'il a dit toc 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 PSG, recrutez-moi, ça marche pas. Entre nous, je pense qu'au Paris Saint-Germain, ils sont suffisamment bien conseillés pour avoir bien fait les choses, pour pouvoir bénéficier de ce régime. Et de toute façon, si jamais le PSG, ou si jamais plutôt Léo Messi ne bénéficie pas de ce régime d'imposition, c'est le PSG qui paiera. C'est juste que le coût du joueur sera plus élevé pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était la notice d'utilisation pour créer un régime d'imposition pour une catégorie de personnes déterminées qui finira par bénéficier grandement à une autre catégorie de personnes. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez ça normal que les joueurs de foot bénéficient de telles exonérations fiscales quand on connaît leur rémunération? Est-ce qu'il faut exclure les joueurs de foot du bénéfice de ce dispositif? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit les clubs qui payent les impôts des joueurs de foot étrangers? Donc dites-moi tout ça en commentaire, on va en débattre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!